Il fut un temps où Manchester United ne se contentait pas de jouer au football. Il le définissait. Le club dominait l'Angleterre, effrayait l'Europe et incarnait tout ce que le mot institution pouvait signifier dans ce sport. Sous Sir Alex Ferguson, United, c'était plus qu'une équipe. C'était une machine à gagner, une culture, un modèle que tout le monde voulait copier. Mais aujourd'hui, le théâtre des rêves ressemble surtout à un théâtre de désillusion. Derrière les façades d'Old Trafford, les trophées prennent la poussière, les supporters perdent espoir, et le club le plus riche du monde est devenu l'un des moins cohérents. Alors comment le club des Cantona, Giggs, Scholes, Ronaldo, a-t-il pu tomber aussi bas? Est-ce seulement une question d'argent et d'entraîneur mal choisi, ou est-ce que le mal est bien plus profond? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand on parle de Manchester United, impossible de ne pas parler de lui. Sir Alex Ferguson, l'homme qui a transformé un club en empire. Pendant plus de 20 ans, il a régné sur le football anglais comme personne. Sous lui, rien ne dépassait. Chaque joueur, chaque transfert, chaque mot dans la presse, tout passait par lui. Ferguson, c'était plus qu'un entraîneur, c'était un manager total. Il gérait les jeunes, le recrutement, les valeurs et même la mentalité du personnel du club. Il connaissait les jardiniers d'Old Trafford par leur prénom et leur demandait de tondre la pelouse d'une certaine manière pour accélérer le jeu sur les côtés. Il décidait de l'alimentation à la cantine. Quand David Beckham a commencé à prendre plus de place dans les magazines que sur le terrain, c'est lui qui l'a vendu au Real Madrid. Quand son capitaine emblématique Roy Keane a osé critiquer ses coéquipiers publiquement, c'est lui qui l'a mis dehors. Pas parce qu'ils étaient de mauvais joueurs, mais parce qu'ils menaçaient son autorité. Ferguson, c'était ça, une discipline absolue. Et tant que cette autorité existait, United avançait comme une armée. 13 titres de champion, 2 Ligues des champions, et surtout une génération mythique, la Class of 92. Beckham, Giggs, Scholes, Neville, Butt, des enfants du club devenus des légendes mondiales. Mais derrière les trophées, une bombe à retardement se préparait, parce que tout reposait sur lui. Pas de directeur sportif, pas de cellule d'analyse, pas même de stratégie à long terme en cas de départ. Tout dépendait de son instinct. Et quand il décide de raccrocher en 2013, Manchester United se retrouve nu, sans plan. Et pourtant, c'est bien avant son départ que le début de la fin avait commencé. 2005, c'est l'année où tout bascule. Ce printemps-là, la famille Glazer, déjà propriétaire d'une équipe de NFL, prend le contrôle du club. Sur le papier, rien d'inquiétant. United est l'un des clubs les plus puissants du monde et génère déjà des millions grâce à son marketing. Mais la manière dont le rachat s'est fait est assez problématique. Les Glazers n'ont pas racheté United avec leur propre argent, ils ont emprunté. Beaucoup, près de 800 millions de livres, en utilisant une méthode de financement appelée LBO. En clair, ils ont acheté Manchester United avec l'argent de Manchester United. Ils ont mis la dette du prêt directement sur les comptes du club. Et c'est le club, avec ses revenus, qui s'est mis à rembourser cette dette. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Parce qu'à partir de ce moment, le football passe au second plan. L'objectif n'est plus de gagner, mais de rester rentable. Officiellement, tout va bien. Sur le terrain, Ferguson continue de gagner. Mais dans les coulisses, le club se transforme lentement en machine commerciale. Les supporters, eux, voient clair dans le jeu. Dès 2005, ils protestent, brandissent des drapeaux verts et or, les couleurs historiques du club avant 1902, pour symboliser leur opposition au nouveau modèle. Certains fans vont même plus loin, ils fondent un nouveau club, le FC United of Manchester, créé par pur amour du foot et rejet du business. Mais la direction s'en moque. Tant que les chiffres sont bons, tant que Ferguson tient la baraque, personne ne remet en question ce système absurde. Le club engrange des millions, mais une partie s'envole chaque année dans les poches des Glazers. Et quand on additionne tout, en 20 ans, plus d'1 milliard de livres ont déjà quitté Manchester United. Alors oui, sportivement, Ferguson continue à sauver les apparences. Mais pendant que les trophées s'accumulent, le club devient dépendant d'un modèle financier qui n'a plus rien à voir avec le football. Mais 2013, Sir Alex Ferguson annonce sa retraite. Une page d'histoire se tourne, et avec elle, tout un empire s'écroule. Les Glazers, qui ne connaissent rien au football, le laissent choisir lui-même son successeur. Et Ferguson, fidèle à sa vision, désigne un entraîneur écossais comme lui, David Moyes. C'est le profil du coach travailleur, respecté pour sa loyauté et sa longévité à Everton, où il est resté plus de 10 ans, mais où il n'a jamais rien gagné. Son meilleur classement? Une 4e place en Première Ligue. Et dès le premier jour, tout va de travers. L'Écossais hérite d'un vestiaire vieillissant, avec des cadres fatigués et un effectif qui n'a pas été renouvelé depuis des années. Ferguson avait masqué tous les problèmes avec ses résultats, mais une fois parti, la réalité éclate. Sur le terrain, United ne ressemble plus à rien. Les automatismes disparaissent, les cadres doutent, et les défaites s'enchaînent. En quelques mois, le champion d'Angleterre devient une équipe ordinaire. 7ème de Première Ligue, pas de Coupe d'Europe. La pire saison du club depuis plus de 20 ans. L'Écossais est viré au bout de 10 mois. 10 mois pour effacer 26 ans de règne. Et cette saison-là, c'est plus qu'un simple changement d'entraîneur. Dès lors, United entre dans une nouvelle époque. Une époque de bricolage, d'expérimentation et de promesses jamais tenues.
Chaque nouvel entraîneur incarne une idée différente du football et prouve, saison après saison, qu'il n'existe plus aucune vision à long terme dans ce club. Tout commence avec David Moyes. On en a parlé. Un bon entraîneur de première ligue, mais il n'a jamais été confronté à la gestion des stars, à la pression du très haut niveau. Son football, direct et pragmatique, ne colle pas du tout à la culture du jeu offensif de United. Résultat, un vestiaire perdu, des joueurs qui doutent, et une saison cauchemardesque. Après cet échec, les dirigeants veulent un nom, un entraîneur expérimenté, un vrai patron. Ils choisissent Louis van Gaal, ancien du Barça, de l'Ajax, de la sélection néerlandaise. Un homme de principe, qui prône un football basé sur la possession, la discipline tactique. Sur le papier, c'est le profil parfait pour reconstruire. Mais en pratique, sa philosophie étouffe les joueurs offensifs. Malgré une victoire en FA Cup, le public s'ennuie, et 2 ans plus tard, il est remercié. Puis vient José Mourinho. Là encore, le choix est à contre-courant. Après un entraîneur rigide, United choisit un provocateur, un meneur charismatique obsédé par la victoire. Mourinho apporte immédiatement des trophées, une Europa League, une Coupe de la Ligue, un Community Shield. Mais son style de jeu défensif déplaît, et surtout, sa relation avec les joueurs explose. Paul Pogba devient son symbole de conflit, et la direction le lâche en décembre 2018. Le remplaçant ? Une figure nostalgique, Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien super sub de la finale 99, celui qui symbolise les plus belles heures de Ferguson. Son arrivée, c'est la promesse de revenir aux valeurs du club. Et au début, ça marche, mais tactiquement, c'est faible. Aucune structure, aucune identité claire. Solskjaer s'appuie sur le talent individuel. Rashford, Bruno Fernandes, Ronaldo, mais face au grand club, ça ne tient jamais. Encore une désillusion. Puis arrive Erik ten Hag, le grand espoir venu de l'Ajax. Un entraîneur moderne, exigeant, formé dans un environnement où il pouvait tout contrôler. Le jeu, le recrutement, la formation. Aux Pays-Bas, il incarnait le football total 2.0. Mais à Manchester United, il découvre une autre réalité et une culture d'entreprise qui n'a rien à voir avec celle du football. Ten Hag voulait un projet, il a trouvé un chaos organisé. Et enfin, plus récemment, Ruben Amorim. Jeune entraîneur portugais, réputé pour son pressing intense et son football vertical avec le Sporting. Et sur le papier, c'est la tentative de faire comme les autres. Liverpool à Klopp, Arsenal à Arteta, Chelsea à Maresca, United, lui, veut son entraîneur moderne. Mais comment bâtir un projet moderne quand la direction fonctionne encore à l'ancienne ? Quand chaque coach arrive avec sa philosophie, mais doit composer avec des joueurs achetés pour le coach d'avant. Depuis 2013, United a tout essayé. Les anciens, les jeunes, les tacticiens, les meneurs d'hommes, les romantiques. Mais sans jamais modifier une chose, la structure au-dessus. Car après le départ de Ferguson, la gestion du club a profondément évolué. Les décisions sportives sont désormais encadrées par une direction principalement issue du monde économique. Sous Ed Woodward, ancien banquier devenu directeur exécutif, Manchester United s'est concentré sur la croissance commerciale, développement de la marque, partenariats mondiaux, nouveaux sponsors. Le club était resté un géant économique, même quand les résultats sportifs déclinaient. Cette stratégie a permis à United de conserver des revenus records, mais elle a aussi créé une forme de déconnexion entre le terrain et la direction. Les entraîneurs se sont succédés, et le club n'a jamais retrouvé une ligne directrice claire. À la même période, plusieurs rivaux ont suivi une logique inverse. Liverpool, Arsenal ou Manchester City ont construit leur réussite sur la continuité, avec une vision sportive définie et des entraîneurs soutenus sur plusieurs années. Pourtant, en 2024, une nouvelle ère semblait s'ouvrir pour Manchester United. Le groupe Ineos, dirigé par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, rachète environ 27% du club. Un investissement partiel, mais suffisant pour obtenir le contrôle sportif. Sur le papier, tout semble positif. Ineos arrive avec la promesse de remettre le football au centre du projet. Le groupe s'entoure de profils expérimentés. Jean-Claude Blanc, passé par le PSG et la Juventus, et Dan Ashworth, réputé pour son travail à Brighton et Newcastle. Mais très vite, certaines zones d'ombre apparaissent. Plusieurs sources affirment que sur les 300 millions promis pour moderniser les infrastructures, la moitié aurait en réalité servi à éponger une partie des dettes du club. Une décision légale, mais révélatrice de la fragilité financière de United. Dans le même temps, des plans sociaux massifs touchent les employés. Près de 25% du personnel est licencié, les avantages internes disparaissent et le climat devient tendu. Certains parlent même d'une politique low cost, loin de l'image de club familial que United a longtemps incarné. Et pourtant, quelques mois plus tard, lors du mercato d'été 2025, le club dépense plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts. Un contraste qui interroge. Comment une équipe annoncée en manque de liquidité peut-elle à nouveau investir autant sans vente majeure ? Des observateurs évoquent alors des choix comptables précis, paiements différés ou amortissements sur plusieurs saisons, qui permettent de lisser les dépenses dans le temps. Officiellement, tout est conforme aux règles, mais cela traduit une forme de pari à haut risque. Misons gros maintenant en espérant retrouver la Ligue des Champions plus tard. Certains soulignent aussi que Jim Ratcliffe lui-même traverse une période économique plus délicate.
sa fortune a reculé, et plusieurs projets d'Ineos, notamment à Nice et à Lausanne, n'ont pas encore porté leurs fruits. Pour les supporters, le doute reste donc entier. Ineos veut incarner le renouveau, mais les méthodes et les signaux envoyés ressemblent parfois étrangement à ceux de l'ère précédente. Alors, que reste-t-il de Manchester United ? Un club qui continue d'attirer les plus grands sponsors, mais qui semble avoir perdu le fil de ce qu'il était. Sous Ferguson, tout tournait autour du terrain. Aujourd'hui, tout semble tourner autour des bilans. Peut-être que United redeviendra un grand d'Europe, ou peut-être que, sans le vouloir, il est devenu le symbole parfait du football moderne. Riche, puissant, mais en quête de sens. Et toi, penses-tu que Manchester United peut redevenir le grand Manchester United ? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur l'envers du foot. Je te dis à très bientôt. Ciao !